Donc juste un petit point rapide pour représenter l'association. LVA Nord-Pas-de-Calais, c'est une association un peu particulière dans sa formation, c'est qu'on intègre un collège éleveur et un collège acheteur. Donc on travaille avec tous les négociants privés, enfin tous, quasi tous les négociants privés de la région. Et donc on regroupe un petit millier d'éleveurs, puisque cette année on est passé en dessous de la barre des 1000. Voilà, c'est globalement pour vous faire une petite présentation. Donc une association qui est née il y a un peu plus de 30 ans. Et puis bon, notre cœur de métier, c'est valoriser la production de nos éleveurs. Sur les 1000, on est à peu près à 50-50 laitiers et viande, en bovin uniquement, hein, parce que les ovins, on l'a laissé à une autre association. Donc on essaye de valoriser la viande, on crée des partenariats avec des distributeurs, qui soient du simple artisan boucher à la grande distribution, voire l'export. Donc là, c'est un peu le cœur de notre métier. Et on se diversifie sur du conseil technique. Et donc là, on s'est spécialisé sur le pâturage tournant dynamique. On essaye donc d'amener les éleveurs à cette technique, ou en tout cas avoir une autre réflexion sur le pâturage et sur la valorisation de l'herbe. L'herbe est souvent vue comme une contrainte. Dans la région, suite à la réforme de la PAC, il y a eu trop de retournements, on doit en remettre. Ça en fait râler certains. Ça peut se comprendre, mais l'idée, c'est d'amener aussi une réflexion à comment valoriser cette herbe qui est aujourd'hui sur nos exploitations et qui peut nous amener un gain, en tout cas en coût de production. Étant donné la conjoncture, c'est toujours intéressant d'analyser nos possibilités et essayer de convertir ce qu'on perçoit comme une contrainte comme un atout. Donc, je le disais, voilà, la production de l'herbe, transformer les contraintes comme un atout. Il faut admettre qu'aujourd'hui, c'est le moyen le plus économique pour produire du fourrage et le valoriser. On verra tout à l'heure que nous, l'idée, c'est de mettre les animaux le plus longtemps dehors, hein, parce que tout le temps qui ne sont pas à l'étable, c'est du temps de gagner et en mécanisation, en récolte de fourrage, en stockage, en distribution. Tout ça, c'est du bénéfice. Donc plus les animaux sont dehors, plus ils valorisent longtemps la prairie, d'eux-mêmes, hein, parce qu'il y a la barre de coupe à l'avant, il y a les pendeurs à l'arrière, enfin, tout est fait. L'idée, c'est que la vache travaille d'elle-même. La vache ou les ruminants en général. Moi, j'avoue que je vais parler beaucoup bovins ici, mais c'est des techniques qu'on voit aussi sur les ovins, ovins caprins. J'en parlerai rapidement. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi d'autres systèmes. Alors, on ne va pas l'aborder, mais certains font passer les bovins, ensuite les ovins, et certains d'autres des ateliers de pondeuses derrière avec des pondoirs sur roulette, pour vraiment pâturer, enfin, voilà, qu'il y ait une complémentarité entre les animaux et sur ce qui est prélevé sur la prairie. Bon, c'est des systèmes un peu plus complexes et on n'abordera pas aujourd'hui. Donc voilà. Et puis après, moi, ce que j'aimerais, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi d'amener les éleveurs à considérer la prairie comme une culture à part entière. Une céréale, c'est facile, c'est une culture. La prairie, c'est souvent, voilà, on met les animaux, c'est pas forcément vu comme une culture, on n'a pas cet aspect de rendement, de production, on a toujours, voilà, c'est pas forcément géré, en tout cas, comme une culture. Et puis j'ai oublié de parler également, j'avais mis le logo en début de présentation, pour tout ce qui est en fait vulgarisation, collecte d'informations. On est soutenu par l'agence de l'eau qui nous finance ces projets, donc voilà, je tenais à le préciser. Donc après, alors je sais pas, on n'a pas fait de petits sondages en début de journée, mais enfin, je sais pas, on va faire ça à main levée. Combien il y a d'éleveurs dans la salle? D'accord, et en bovin ou ouais. Et ovin? D'accord, il y en a qui lèvent deux fois. D'accord. Et est-ce que, enfin, qui a entendu, pareil à main levée, qui a entendu parler du pâturage tournant dynamique et qui le pratique? D'accord, il y en a quand même. Ok. Non, mais voilà, ça donne une petite idée. Donc, on va aborder, en fait, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est différentes notions. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à faire du pâturage tournant dynamique, mais voir un peu les interactions entre différents types de pâturage. Il faut avouer que c'est pas forcément applicable partout, hein, ne serait-ce que dans la conception du parcellaire. Hein, si on a des parcelles un peu éclatées, c'est difficile de déplacer les animaux. Donc voilà, il y a effectivement certaines contraintes, mais c'est au moins d'avoir une réflexion sur comment pousse l'herbe, comment la valoriser.
Alors qu'est-ce que pâturer? Bon, c'est faire manger l'herbe par l'animal de lui-même. Mais il faut comprendre en fait que ça a une interaction sur le système global. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est économiser. Tout ce que l'animal fait et ce qu'on n'a pas à faire, c'est économiser en temps et en argent, en mécanisation, tout ce qui est, donc je disais, récolte du fourrage, le stocker, le redistribuer en bâtiment, sortir les fumiers, aller les épandre, voilà, tout ce qui est fait par l'animal, c'est déjà ça de gagner. Et puis, il faut comprendre aussi que le ruminant, il a forcément un impact sur la prairie. Et donc, on le voit d'ailleurs sur le désherbage. Hein, une prairie de fauche n'a pas forcément la même flore qu'une prairie pâturée. En fonction de l'intensité du pâturage, on va avoir une évolution de la flore. Hein, on le voit avec des pâturages un peu extensifs où on a une compétition entre les espèces. Alors que quand on le montrera hein, sur les exploitations qu'on suit en pâturage tournant dynamique, le fait de raser la parcelle et d'imposer aux animaux de raser toute la parcelle, on n'a plus la même compétition en termes de luminosité pour différentes espèces. On voit une réapparition du trèfle, donc qui ramène de l'azote dans la prairie et qui permet aussi de faire des économies sur les intrants. Moins de refus, économie sur le désherbage, économie sur l'apport azoté. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui viennent en plus dans la pratique. Donc voilà, rappelez, hein, les animaux récoltent et consomment et ils épandent. Et donc voilà, il faut comprendre aussi les interactions, le fait d'amener les animaux sur la pâture et considérer, voilà, faire une différence entre les prairies de fauche et les prairies pâturées. Et donc forcément, il faut mettre en adéquation les exigences de la prairie, bien les comprendre. On connaît souvent les exigences de nos animaux. Il faut bien aussi comprendre que la pousse de la prairie, elle a une dynamique différente en fonction des saisons. Elle a une dynamique différente si les animaux viennent pâturer, sont présents pendant 7 jours dans la parcelle ou si on les change tous les jours de l'eau. On verra que la prairie a besoin d'un temps de repos. Et donc ça, si on ne lui donne pas ce temps de repos-là, c'est là où on va commencer à épuiser la plante. Et c'est là où on va avoir c'est sur ces pratiques aujourd'hui qu'on qualifie de conventionnelles, hein, où on a tendance à un peu épuiser la plante, on n'y fait pas assez attention. Et le fait de faire un pâturage tournant, alors, en plus dynamique, c'est là où on lui permet d'avoir une phase de repos, une nouvelle phase de croissance. Et on reviendra prélever, on reviendra consommer l'herbe, mais au moins elle aura refait ses réserves. Alors qu'est-ce qu'on demande à une plante d'herbage? Bon, qu'elle soit productive, forcément, c'est l'idée d'en tirer le maximum, mais il faut aussi qu'elle soit capable de supporter les coupes ou bien en tout cas le pâturage successif. Et on verra que c'est un peu la clé du pâturage tournant dynamique. L'idée, c'est une fois qu'on vient prélever, hein, je vais vous montrer les schémas après, mais une fois qu'on vient couper les feuilles, donc la photosynthèse, du coup, elle est fortement diminuée. Et donc la plante va prélever dans ses réserves. Les réserves qui sont situées dans la base de la tige, hein, la gaine, qu'on essaye de ne pas toucher d'ailleurs quand on pâture. Si on commence à toucher la gaine, c'est qu'on est en surpâturage. Donc dans cette gaine, il y a des réserves et également dans les racines. Donc il faut laisser la plante, faut lui laisser assez de temps pour qu'elle accumule ses réserves dans ces organes-là. Surtout ne pas les faire consommer par les animaux, enfin surtout pour la partie aérienne. Éviter d'y toucher, laisser une hauteur assez importante à la sortie du paddock. Et puis lui laisser le temps de reconstituer ses réserves, de relancer sa croissance après le passage des animaux. Bon, j'ai un peu empiété sur la diapo suivante, mais voilà. Aujourd'hui, si on met un lot d'animaux sur une prairie pendant 7 ou 15 jours, on va s'en apercevoir qu'il y a un surpâturage. Alors quand on dit surpâturage, c'est une plante, par exemple, qui est pâturée, elle va mettre 3 à 4 jours à ressortir les nouvelles feuilles. Elle va mobiliser ses réserves pendant 3 à 4 jours, elle va reprendre sa croissance. Si on laisse les animaux sur ce même pas de temps, eh bien, les animaux vont préférer une herbe tendre et vont revenir tout de suite prélever l'herbe qui a été pâturée le premier jour. Et c'est là où on commence à épuiser la plante. Donc il faut les empêcher, il faut contraindre les animaux à des petits paddocks
à essayer de tout consommer, et on les retire et on laisse la prairie se refaire d'elle-même, et pour éviter qu'il y ait ces compétitions. Ouais, après, tous ces points-là, on va les aborder. On va voir que le pâturage tournant et dynamique apporte des réponses à tous ces éléments-là. Le surpâturage, le piétinement, l'évolution de la flore, et puis donc, au niveau de la fertilisation. Bon, là, je me suis permis de reprendre, et vous voyez que la technique n'est pas nouvelle, puisque c'est le livre d'André Voisin sur la productivité de l'herbe. Donc j'ai repris l'édition de 1957. C'est une bible pour ceux qui se lancent là-dedans. Mais voilà, il a sorti ce qu'il appelle les lois universelles du pâturage en 4 lois. Donc que l'herbe pâturée doit fournir son maximum entre 2 coupes. Et entre deux coupes successives, donc que ce soit deux pâturages ou une fauche ou un pâturage ou deux fauches. L'idée, c'est qu'elle ait le temps d'accumuler dans ses racines, dans la tige, les réserves nécessaires à la reprise de la pousse et de pouvoir réaliser sa flambée de croissance. Donc c'est là où elle repart, elle consomme ses réserves, et c'est là où surtout il ne faut pas mettre les animaux pour pas empiéter sur ce potentiel. Ce que je disais tout à l'heure, la deuxième règle, c'est une herbe qui est consommée le premier jour. Il ne faut pas qu'au moment de la repousse, qu'elle soit reconsommée tout de suite. Il faut lui laisser le temps. Donc il faut contraindre les animaux. On mange cette partie-là pendant ce qu'on dit maximum, enfin l'intérêt du pâturage, hein, c'est c'est maximum 3 jours, puisque c'est au bout de la 3e ou 4e journée que la première herbe pâturée va refaire ses feuilles. Donc il ne faut surtout pas dépasser ce pas de temps-là. Et l'idéal, c'est d'arriver à 1 jour de rotation. Et j'en connais dans la salle qui sont à une demi-journée. Il y a des pâturages de jour et des pâturages de nuit pour optimiser justement cette consommation. Voilà, après je ne vais pas revenir sur les... Voilà, je vais un peu vite hein, pour voir tous ces éléments-là, mais voilà, effectivement, il faut comprendre cette cinétique de pousse après la coupe, et puis une cinétique, on verra après, par saison. On a une production forcément qui est plus élevée au printemps, un creux pendant l'été et un nouveau pic au moment de l'automne. Donc il faut aussi savoir le valoriser. On verra que ça a quelques contraintes dans la gestion du pâturage tournant dynamique, puisqu'on essaye d'avoir une densité importante d'animaux. Il faut quand même pouvoir couvrir leurs besoins. Donc schématiquement, le surpâturage, ici j'ai essayé de vous le schématiser. Sur le 1, on a une plante donc, avant le pâturage, et puis en deuxième, les animaux viennent prélever donc, la partie aérienne, enfin une partie de la partie aérienne. On verra, vous avez les feuilles, on essaye de faire pâturer au stade 3 feuilles, et en dessous des feuilles, vous avez la gaine, et il faut éviter surtout que les animaux touchent la gaine. Il faut les sortir du paddock avant d'arriver à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est que ces animaux pâturent les feuilles les plus en haut de la plante. Et puis en 3, on voit que donc, la plante, elle a moins de capacité de faire de la photosynthèse, donc elle va mobiliser ses réserves sur l'appareil racinaire. Donc, je vais schématiser là rapidement. Donc l'appareil racinaire se réduit, et pour remobiliser ces réserves, les amener dans la partie aérienne et pouvoir relancer une croissance. Et c'est à ce moment-là, en l'étape 4, si on remet les animaux, qu'on va lourdement pénaliser notre prairie. Je vous disais tout à l'heure la gaine, donc c'est ce qu'on voit ici, hein, donc avant l'embranchement avec les feuilles. On voit aussi en fonction des prairies, en fonction des pratiques, hein, on a des évolutions sur la flore, on a des évolutions aussi sur les tailles de gaine, en fonction de ce qui a été pratiqué. On a des prairies où la gaine elle est vraiment à ras du sol. Pourtant il y a beaucoup de biomasse, il y a de quoi manger, et puis d'autres où on va faire sortir les animaux alors qu'il reste une hauteur de gaine importante. Et ça, c'est vraiment issu des pratiques des années précédentes, et ça met un peu de temps à revenir. On peut récupérer de la hauteur de gaine, mais ça ne se fait pas tout de suite. Mais l'idée, voilà, faut bien avoir cet esprit en tête de ne pas aller la toucher.
Donc la culture de la prairie, bon, je l'ai mis en titre, hein, répondre aux besoins de l'animal, de l'herbe, mais aussi de l'éleveur. Nous, l'idée, c'est aussi d'en tirer un bénéfice sur les coûts de production, que ce soit pour 1 litre de lait ou pour 1 kilo de viande. Donc ce qu'on peut voir, c'est donc si on prend le rendement, hein, purement en termes de masse, on a une phase végétative, une phase de transition, une phase de reproduction, et donc le rendement augmente, hein, mais on a une courbe qui est inversement proportionnelle au niveau de la digestibilité. Plus on arrive sur un stade avancé, hein, sur la montaison et piaison, plus l'herbe est ligneuse et donc moins elle est digestible. Donc l'idée, c'est de trouver un compromis et d'offrir aux animaux le meilleur ratio possible entre quantité et qualité. Donc attendre que le volume soit assez suffisant, mais pas trop, pour pas que ça soit trop difficile en termes de digestibilité et que ça profite le maximum aux animaux. Donc il faut trouver ce compromis-là. Et ce qu'on prend, nous, en général, c'est le stade 3 feuilles. Au niveau du stade 3 feuilles, la plante a déjà bien amorcé sa croissance. On compte, en général, alors ça dépend de la saison, mais à peu près une semaine pour faire une feuille. Donc voilà, une fois que le paddock a été consommé, il faut un petit 3 semaines avant de faire revenir les animaux sur cette parcelle. Après, ça va dépendre de la saison. Des fois, ça va un peu plus vite, un peu moins vite l'été. Mais voilà, bon, il faut essayer d'avoir ces notions-là. Et on verra que dans la mise en place du pâturage, c'est une des difficultés. Et c'est que de toute façon, il faut observer. Là, je vous parle de théorie. Mais la théorie et la pratique, il y a toujours un monde entre les deux. Il faut être capable d'observer, avoir ces grandes idées pour pouvoir ensuite faire on va dire, bouger les animaux sur les paddocks qui ont besoin d'être pâturés. Parce qu'on verra qu'il faut aussi ne pas se faire dépasser par la pousse. Donc globalement, voilà, il faut guider les animaux. Et je rebondis sur les premières interventions qu'on avait. On a des zones de refus, on a des zones qui sont pas pâturées, des zones qui sont surpâturées. Et donc moi je me pose la question sur les expés qu'on a vus tout à l'heure, est-ce qu'en intégrant un pâturage tournant dynamique ou en tout cas des petits paddocks, on contraint les animaux à tout manger, de voir un peu si après il n'y a pas une repousse différente. Ça peut être aussi sur les mesures qui ont été faites à proximité des arbres ou plus loin, il y a peut-être lié au comportement de l'animal un biais. Donc si demain on le contraint à venir consommer, plus sur un côté qu'un autre, est-ce qu'on ne peut pas récupérer ce différentiel de potentiel? Est-ce que voilà, c'est des choses qu'on pourra. J'avoue que moi, j'y avais pas pensé avant ce matin, mais voilà, c'est des choses qui peuvent nous amener à faire d'autres recherches. Donc voilà, pour que l'animal ait assez en quantité, assez en qualité, qu'il consomme au bon stade et qui ne mette pas en péril la régénération de ma prairie, il faut absolument le contraindre à venir consommer où on le souhaite et là où on estime qu'il y a le meilleur compromis pour lui. Alors des pâturages rationnels comme les nomme André Voisin, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de noms. Il y a du pâturage intensif, du pâturage contrôlé, par rotation, tournant dynamique, cloisonné en bande. Voilà, il y en a qui, sur une parcelle, qui donnent une bande un jour, une bande le deuxième jour. En tournant dynamique, on essaie d'avoir des paddocks plus ou moins fixes, aussi pour des idées de contraintes de clôture. Voilà, il y a énormément de pratiques différentes. Elles ont toutes leur intérêt. Mais voilà, l'idée c'est de comprendre pourquoi on le fait et comment préserver notre herbe. Je vous disais tout à l'heure quelques exemples dans le monde, en Europe, en France. En Nouvelle-Zélande, ils sont à 11 000 litres de lait par hectare. Quand on en fait 4 000, ça c'est un exemple de Poitou-Charentes, quand ils en font 4 000 en Maine-et-Loire. Donc il y a des gestions du pâturage, des différentes gestions de pâturage qui permettent aussi de voir qu'il y a des choses qui sont
qui sont intéressantes chez les Néo-Zélandais qui sont un peu les pionniers dans cette pratique, même si les premiers à en parler sont des Français, mais dans la pratique, c'est quand même les Néo-Zélandais qui le développent le plus. Il y a aussi, donc, on est en bovin, mais sur les ovins. Donc voilà, il y a plusieurs exemples dans le monde, en Europe, et sur différents types de ruminants qui nous montrent qu'il y a des intérêts. Et il y a même des combinaisons, ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre les différentes dents, puisque la dent du bovin est complémentaire de la dent de l'ovin pour valoriser nos prairies. Donc les grands principes, mais je vais passer assez vite, hein, c'est pour ne pas rentrer trop dans la technique. Moi, je vais vous apporter des bases de réflexion aujourd'hui. Il faut forcément définir un chargement à l'hectare sur la globalité. Admettons, j'ai un parcellaire de 10 hectares que je veux diviser. Hein, donc je vais estimer mon potentiel et donc charger en conséquence par rapport au potentiel de mes 10 hectares. Et souvent, le potentiel de référence, c'est celui on va prendre le potentiel à l'été, c'est-à-dire le potentiel le plus bas. Donc comme ça, on met notre lot d'animaux sur le potentiel le plus bas en termes de dynamique de pousse. Et puis on viendra le compléter éventuellement quand on aura trop d'herbes. Soit on va débrayer, on va faire de la fauche, soit on va rapporter un deuxième lot pour accompagner le lot en place pour tout consommer et ne pas se faire dépasser. C'est l'idée, c'est là où je vous dis qu'il faut beaucoup observer. Il faut avoir assez d'herbes pour le lot en place, mais il faut surtout pas, enfin c'est la difficulté, c'est comme on les contraint sur différents paddocks, il ne faut surtout pas se laisser dépasser et ne pas laisser le stade trop avancé, ce qui nous contraint automatiquement à faire de la fauche et on ne peut plus mettre les animaux. Et en tout cas, si on gère mal le début de la saison, c'est-à-dire qu'on va avoir le déprimage, hein, il faut faire passer les animaux sur tous les paddocks rapidement sur les premières semaines de pâturage. C'est ce qui va nous permettre de donner le décalage entre nos différentes parcelles sur la pousse. Si on rate cette phase-là, c'est là où on va avoir des difficultés après et on aura des parcelles qu'on n'aura pas le temps de consommer et dans notre rotation, et donc on risque d'être dépassé par la production d'herbes. Vaut mieux être dépassé que de ne pas en avoir assez, mais c'est toujours problématique dans la gestion. Donc voilà, on va définir un chargement global sur quel est mon potentiel, hein, quels sont les besoins de mes animaux. On va essayer de mettre ça en adéquation. Et puis après, un chargement instantané, c'est-à-dire qu'on va définir un nombre de parcelles et le chargement sur une petite parcelle, hein, pour 1 jour, pour 2 jours, pour 3 jours. Alors ça va dépendre également des envies de l'éleveur, hein, de sa disponibilité pour son organisation en temps de travail. Et puis, je reviens dessus, je l'ai déjà dit, mais je le dis ici et je le redirai, c'est aussi compter pour préserver le temps de repos de notre prairie. Et ça, c'est vraiment important. Une fois que les animaux sortent, il ne faut pas revenir avant un nombre de jours défini. Et c'est ce temps de repos aussi qui sera primordial dans le découpage, c'est-à-dire dans la manière de faire le découpage et dans le nombre de parcelles qu'on va définir. Donc je vous l'ai dit, hein, combien me faut-il de parcelles? Le nombre il va être défini sur deux critères. Hein. Réduire le temps d'occupation. Donc la règle c'est maximum 3 jours. Surtout pas passer 3 jours parce que c'est là où on va revenir sur les premières pousses et c'est là où on va épuiser la prairie. Et puis donc réduire le temps d'occupation, si possible 1 jour. Donc on va dire de 1 à 3. Et puis un temps de repos optimum, donc avoir assez de paddock pour ne pas revenir trop vite. Le principe, donc diviser les parcelles les prairies en petites parcelles. Et vous voyez, donc ici je vous ai mis un exemple de découpage, donc il n'y a que 11 parcelles, mais l'idée c'est d'en avoir entre 18 et 20 pour ceux qui tournent à un rythme moyen. Et puis je ne sais plus, Simon, chez vous il y en a une 60aine, voilà. Parce qu'ils font jour et nuit. Donc pour pouvoir tourner, c'est des plus petits paddocks, mais ils tournent beaucoup plus régulièrement. Bon, je me répète un peu, mais voilà, le pâturage, donner le meilleur rapport qualité et quantité.
Tournant, on l'a expliqué, pourquoi il faut tourner. Et nous, dynamique, c'est surtout, voilà, enfin, dans le terme dynamique, l'esprit, c'est moins de 3 jours et le plus rapidement possible. Avoir une forte concentration d'animaux à un instant donné sur une parcelle, ça permet et de valoriser la totalité, donc limiter les refus. Bon, il y en a toujours un peu, mais on les limite, on les oblige à consommer ce qu'il y a sur place. La répartition des bouches est beaucoup plus homogène, donc en termes de fertilisation, ça a aussi un gain sur la prairie. Alors dans la pratique, je voulais, avant de vous montrer quelques résultats, et je l'ai rajouté tout à l'heure, donc effectivement il faut diviser, il faut clôturer, et quand on fait notre découpage, il faut aussi prendre en compte le relief, pas avoir des parcelles trop en pente, ou alors découper parallèlement à la pente pour qu'il y ait une consommation homogène du paddock. Et pourquoi pas intégrer justement les haies et les arbres. Ça c'est toujours, enfin on essaye de toute façon puisqu'elles sont existantes de s'en servir. Mais moi j'ai pu remarquer cet été qu'effectivement sur certains découpages, ils ont été obligés, en fait, l'éleveur a été obligé de réouvrir les paddocks pour que les vaches aient un accès à une haie parce qu'il faisait trop chaud cet été et le fait d'être en plein milieu d'une grande prairie qui avait été découpée, c'est effectivement, ça peut être une contrainte pour certaines exploitations. Le frein, il y a 2 freins. Hein. Le premier frein, on va dire, c'est le parcellaire. Il faut qu'il soit quand même assez groupé et qu'on puisse déplacer les animaux facilement. Le deuxième frein, c'est mettre à disposition des points d'eau. Et ça, il n'y a pas toujours les points d'eau en nombre suffisant, donc ça demande un petit investissement en plus des clôtures. Voilà, il est très, très différent d'une exploitation à l'autre parce que certains n'ont pas du tout l'eau et il faut racheter quelques pompes pour amener l'eau en hauteur. Bon, on va dire que c'est les points les plus délicats au moment du passage à cette nouvelle technique en termes d'investissement. Et puis après, une nouvelle organisation de travail. C'est aussi un frein quand on en parle au début à quelqu'un qui n'est pas habitué à le faire. Mais je vous assure que tous ceux qui y sont passés, ils ne reviennent pas en arrière. Et c'est, on va dire, une contrainte de temps à l'instant donné, enfin tous les jours ou tous les 3 jours, ça dépend comment on tourne. Hein, mais au final, les bêtes sont très vite habituées, ça va très vite pour les changer d'un paddock à l'autre, puisque de toute façon, elles savent très bien que l'herbe est meilleure à côté et elles nous attendent à la porte. Les animaux sont beaucoup plus dociles, c'est d'ailleurs valable surtout pour les éleveurs allaitants, hein, qui avaient des bêtes à viande qu'ils n'allaient pas voir régulièrement, enfin pas tous les jours en tout cas, donc les animaux sont plus dociles. Et puis pour celui qui me dit ça a du temps à prendre, quand on verra qu'on sort les animaux 1 mois plus tôt, on les rentre et on essaye de les rentrer un peu plus tard, mais enfin, c'est tout ce temps qui est gagné sur la distribution de fourrage en bâtiment. Je pense que ça vaut bien quelques minutes par jour pour aller déplacer un lot de bêtes. Mais bon, après, voilà, chacun a son organisation de travail. Mais j'avoue que c'est un frein aujourd'hui pour certains, pour passer sur cette technique. Mais au final, ceux qui ont franchi le cap font très très rarement machine arrière. Je vous ai remis ici la croissance de l'herbe où je vous disais, on a une reprise de croissance au début du printemps, un pic de croissance pendant le printemps. Hein, et puis en fonction des années, il y a toujours un petit creux au moment de l'été qui est plus ou moins prononcé en fonction du bilan hydrique, on va dire, et de la pluviométrie. Et puis on a une reprise à l'automne et à l'hiver. Donc on va voir comment les gérer. On a 4 phases dont la première surtout est très importante. On va voir comment les gérer avec un lot de vaches sur nos prairies, sachant qu'on n'a pas le même potentiel en fonction de la saison et qu'il faut pouvoir l'adapter. Et donc il y a plusieurs solutions que tout le monde peut mettre en œuvre sur ces prairies. Donc sur le premier point, je vous parlais tout à l'heure de déprimage, et c'est ce qu'on considère comme la phase la plus importante. Il faut au début, à la sortie de l'étable, il faut essayer de nettoyer tous les paddocks. Donc faire un passage très rapide, une demi-journée ou un jour sur la totalité, enfin un jour par paddock ou une demi-journée, mais passer très rapidement pour faire un déprimage. Essayer donc
de créer un décalage entre les paddocks pour après ensuite avoir notre rotation. Et c'est ce qui permet surtout de ne pas être dépassé au moment du pic de production au printemps, qui arrive 2 mois après. Voilà, si on se fait dépasser, on ne pourra pas faire pâturer tous les paddocks. Et c'est là où on fera de la fauche. Alors des fois, la fauche est volontaire, hein, on accepte de se faire dépasser sur 2 ou 3 paddocks, mais il faut essayer de maîtriser ce déprimage. Et l'idée, c'est de sortir les animaux le plus tôt possible. Dès que ça porte, il faut mettre tout le monde dehors, quitte à les rentrer sur la première semaine. Et puis en plus, pour faire la transition en termes alimentaires, c'est pas mauvais. Mais l'idée, c'est de les sortir le plus tôt possible pour maximiser en fait, la valorisation de notre herbe. Il faut mettre le plus longtemps possible les animaux à l'extérieur. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est un gain de temps, un gain de mécanisation pour l'éleveur. La deuxième phase, donc, c'est le pic de pousse au printemps. C'est la période la plus productive. Alors là, il faut gérer, en fait, effectivement, l'idée c'est que notre lot de vaches, normalement la production, comme on l'a calculé sur un rendement d'été, hein, on va avoir plus d'herbe que ce qui peut être consommé. Donc c'est là où on peut venir compléter. Alors il y a plusieurs méthodes. Certains le mettent un lot d'animal et le complètent, ou certains mettent 2 lots d'animaux. C'est-à-dire que pour les laitiers, on va souvent voir les vaches en lactation. Et puis le lendemain, les vaches taries, ils ont un paddock de retard, quoi. Et les vaches taries viennent terminer ce qui est resté sur le paddock. En allaitant, on a un lot de 15 mères, on verra un exemple tout à l'heure. On a 15 mères avec les veaux. Et pendant le printemps, on rajoute une dizaine de génisses. Donc les génisses viennent compléter. Et on les sort à l'été pour pas pénaliser les mères avec leurs veaux. Donc voilà, c'est des possibilités pour pouvoir consommer la totalité de l'herbe qui est sur le paddock. Et puis d'autres possibilités, c'est de sauter un paddock un coup de temps en temps, et puis d'en faire une fauche et de dégager du fourrage sur notre parcellaire. L'été, donc c'est juste après le pic de pousse. Là, c'est là où le rendement est on va dire le plus faible, c'est le plus ralenti. Et là, c'est là où il faut bien calibrer le nombre d'animaux, parce qu'il faut éviter, donc on conseille toujours de prévoir un paddock parking, c'est-à-dire qu'on peut enlever les animaux pour pas surpâturer. Mais c'est là où il faut éviter, il faut essayer de bien calibrer pour pas avoir recours à ce parking. Et l'automne, on va essayer de réduire la rotation, on va un peu ralentir le rythme, surtout éviter le surpâturage. Et il faut garder à l'esprit que l'état de la parcelle qu'on laissera à l'automne, c'est celle qu'on va retrouver au printemps. Donc il faut essayer d'en profiter le maximum, mais il ne faut pas trop en abuser non plus à l'automne pour que ça reparte le mieux au printemps, puisque si ça pêche un peu au printemps, c'est tout le retard qu'on accumulera sur l'année prochaine. Et puis je vais terminer par quelques résultats. Alors en orange, vous avez les généralités que je vous ai données tout à l'heure. Hein. Pâturer au bon stade, ça augmente les performances. Je vous montrerai des résultats chiffrés chez un éleveur. Mais globalement, il a ses bêtes qui sont en meilleur état. Il met plus de bêtes qu'il en mettait avant. Elles sont en meilleur état, il les complémente plus. Donc il a, en termes de quantité, il a une augmentation de la productivité de ses prairies. Et en termes de qualité, comme l'herbe pâturée est toujours au bon stade, le plus possible en tout cas, donc il a des meilleurs résultats sur son exploitation. Et globalement, c'est ce qu'on observe sur les 15-20 éleveurs qu'on suit aujourd'hui. On devrait arriver à 30 pour cette année. Généralement, il y a une hausse soit de la production de lait, soit du nombre de kilos de viande vive produite à l'hectare sur ces parcelles. Donc on améliore la productivité de nos prairies et forcément on améliore la productivité de nos animaux parce qu'on essaye d'avoir à chaque fois cet optimum de quantité-qualité. On a un développement racinaire qui est meilleur. Le fait de ne pas venir pénaliser la plante, hein, je vous ai dit de ne pas venir manger la tige, de lui laisser le temps. On lui laisse le temps de faire ses réserves, donc on a un meilleur développement racinaire. Et on s'aperçoit que sur les phases d'été, quand il fait un peu plus sec, la prairie a tendance à un peu mieux résister.
c'est l'idée. Alors ce ne se fait pas forcément tout de suite la première année, mais l'idée c'est que voilà, le développement racinaire se fait un peu mieux et enfin, en tout cas on le pénalise moins. Et donc on a une meilleure résistance aux périodes sèches. Les animaux sont plus dociles. Le fait d'aller les voir tous les jours, voilà, je reviens sur les laitiers, c'était déjà le cas, mais sur les allaitants, c'est un bénéfice et de tranquillité des bêtes et de sécurité au travail. Et c'est pas négligeable. Les déjections homogènes, je vous l'ai dit, hein, donc sur la répartition des bouses, puisqu'on est concentré sur des petits paddocks. Et puis on a un équilibre sur la flore qui évolue. Alors ça, moi je ne veux pas faire de généralité parce qu'on a des prairies complètement différentes en fonction de nos éleveurs, mais généralement on voit du trèfle revenir. Moi je suis partagé, on en discute avec d'autres qui font la promotion de cette pratique. Nous, quand on conseille à un éleveur de passer en pâturage tournant dynamique, on lui dit d'arrêter l'azote. Parce que le fait qu'il n'y ait plus de compétition, je vous ai dit, le trèfle, il n'y a plus de compétition, enfin moins au niveau de la lumière, le trèfle revient, les déjections sont là, donc l'idée c'est que la prairie regagne en fertilité. Donc on peut se poser la question, si c'est le fait de pâturer de façon homogène, et donc on enlève la compétition, donc le trèfle revient. Moi, je me pose une autre question, si ce n'est pas le fait de ne plus fertiliser aussi, parce qu'on sait très bien que quand on ne met pas d'azote, le trèfle revient aussi. Donc il y a un peu des deux. Bon, dans tous les cas, on peut juger que la pratique est bénéfique, mais voilà, l'idée c'est de gagner sur les intrants, essayer de regagner en fertilité sur notre prairie en général. Globalement, voilà, je vous ai remis les chiffres. On avait un projet de 2013-2015, on en a un qui est 2016-2017. Qui est en cours. Donc on avait une vingtaine d'éleveurs, on essaiera d'arriver à 30 cette année. Et puis donc on est suivi voilà, par l'agence de l'eau, puisqu'on est sur des zones à enjeu eau important. Et donc l'idée c'est avant tout de réduire les apports d'azote minéral et également le désherbage. Donc on verra, c'est assez globalement sur toutes nos exploitations, il y a une baisse des apports. On a fait alors quelques mesures à la tondeuse, à l'herbomètre, on suit les pratiques, on essaye de l'approcher. On n'a pas les moyens de l'INRA pour faire de l'expé. Et puis je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus notre métier initial. Donc nous, on va plus travailler sur la vulgarisation de la méthode et essayer d'apporter ces notions et accompagner les éleveurs dans leur découpage, dans la mise en place. On essaye de cumuler des références, c'est pas toujours très précis, mais bon, on essaye au moins dans les grandes tendances de dégager ce qu'on peut en ressortir. Donc on a fait des mesures sur plusieurs exploitations. Il y en a encore qui ne sont pas exploitées là, pour l'année en cours. Mais ce qu'on peut montrer sur les premières années, c'est que on a du mal sur une prairie pâturée à chiffrer le rendement. Donc on a essayé de le chiffrer par le nombre de bêtes qu'on mettait à l'hectare. Donc à l'état 0, si on mettait 10 bêtes sur le long parcellaire, si j'arrive demain à en mettre 11, 12, on estime que du coup c'est que la productivité a augmenté et on essaye de le chiffrer par cette augmentation d'animaux. Et donc on a dans pratiquement 80% des cas, donc on a 14 exploitations, donc c'est pas non plus statistiquement, mais une augmentation d'un demi-UGB par hectare en moyenne sur ceux qui sont passés en pâturage tournant. Donc je vous disais, c'est soit on a agrandi le lot qui existait, soit on vient intégrer des génisses ou des vaches taries derrière. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a aussi compté le nombre d'UGB ramené sur ces surfaces. Alors on peut dire aussi, on peut concentrer les animaux, mais finalement ils n'ont pas plus à manger, et puis ça vient pénaliser leur performance. Donc on a quand même vérifié sur nos élevages, ici on est sur des allaitants, on a un nombre de kilos de viande vive produite à l'hectare qui est supérieur dans la quasi-totalité des cas,
Et puis également sur le lait, donc on n'a pas d'effet négatif en tout cas, donc souvent une augmentation, mais sur les productions de lait des élevages qui sont passés avec cette technique. Je vous l'ai dit, donc augmentation de la part de trèfle, on l'estime sur 14 exploitations sur 15. La chiffrer, honnêtement c'est difficile, on n'a pas fait non plus les inventaires à chaque fois, mais comment l'expliquer? On a une baisse des refus, je vous expliquais la compétition entre les espèces, ça évolue. Il y a quand même de ce fait-là une économie aussi sur un désherbage. Souvent on économise un passage de désherbage parce qu'on pâture de manière homogène et on arrive à éliminer les adventices et en tout cas on impose aux animaux de les consommer dans un temps donné. Alors c'est jamais parfait, mais on a quand même nettement moins de refus qu'une prairie classique. Les intrants azotés, voilà, vous montrer juste, il y a plusieurs explications, mais donc nous on a conseillé à des éleveurs qui en mettaient en moyenne 107 unités, ça va de 90-100 jusqu'à 120-130 unités hectares selon les pratiques. L'idée c'est qu'on n'en mette plus du tout. Donc là on a baissé de 72 unités en moyenne. J'en ai encore qui me disent, j'en souris parce que c'est psychologique quoi. C'est qu'il y en a qui passent pour mettre 30 unités au début parce qu'ils ont peur que ça pousse pas, mais c'est vraiment psychologique quoi. Donc on les incite à faire une bande non fertilisée au milieu de la parcelle pour voir les différences, mais voilà, ils nous disent, on voit les bénéfices, mais on ne peut pas s'empêcher. On voit encore qu'il y a des freins psychologiques. Bon, après, il y a certainement d'intérêt, ça booste quand même au départ, mais l'idée, c'est que justement, c'est peut-être chez ces gens-là où on voit le trèfle revenir moins vite. Alors, on peut se poser aussi des questions. Bon, après, c'est encore, nous, on tâtonne aussi sur toutes ces observations, on essaye d'avancer là-dessus. D'autres avantages, donc c'est l'équilibre de la ration, être autonome au niveau alimentaire, donc le plus de temps possible à l'herbe. Et je vais vous montrer, je vais finir par l'exemple chiffré sur les gains d'une exploitation. Le consommer sur place, si possible travailler moins, parce que je pense que les éleveurs, vous travaillez assez en nombre d'heures et tout ce qu'on peut gagner en temps de travail, ça ne peut qu'être bénéfique. Et puis ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus sur un exemple chiffré. C'est un éleveur à Nédon. Alors, j'ai pas pris bon, il est dans le département, c'est pas le plus près. Donc, il avait entre 10,6 hectares de prairies en pâturage tournant. Il s'est lancé en 2014. Lui, il a un lot de 15 vaches avec leurs veaux. Et donc il va, pendant le printemps, comme il y a une forte production d'herbes, il rajoute un lot de 9 génisses avec, pour consommer la totalité de ce qui est produit sur le paddock. Et donc on a fait un peu le bilan. Alors lui en plus c'est quelqu'un qui il a des problèmes d'eau, il est en hauteur et il a dû investir pas mal dans ses clôtures et dans l'approvisionnement en eau de ses paddocks. Mais je vous assure qu'il est très vite rentré dans ses frais. Et si on fait les calculs rapidement, il économise une centaine d'unités d'azote par hectare, donc on va dire 100 € de l'hectare. Sur 10 hectares, ça fait déjà 1000 €. De désherbage, il a économisé un passage, donc on va compter une vingtaine d'euros sans compter la méca, ni le temps passé. Mais à chaque fois, voilà, je prends juste le coût de l'intrant. Donc on va rajouter 20 € fois 10 hectares, donc ça fait 200 €, on arrive déjà à 1200. Il avait donc ses veaux, alors là il avait un projet, il a coupé sa ferme en deux en fait, donc il a ses vélages, il met les mères avec les femelles sur le pâturage tournant dynamique, et puis de l'autre côté il a les mères qui ont des veaux mâles, et donc là il n'est pas encore passé en pâturage tournant dynamique, mais il va y passer. Donc l'idée c'était de un peu chouchouter ces veaux femelles pour le renouvellement. Et donc jusqu'ici, il a toujours complémenté les veaux au pré. Et là, depuis qu'il est en pâturage tournant dynamique, les vaches ont plus d'herbe,
en quantité, elle est de meilleure qualité. Et donc il se rend compte que ces mères ont beaucoup plus de lait et que les veaux sont en parfait état. Et donc il a enlevé tout ce qui était complémentation au pré. Et donc ça lui fait économiser en gros presque 5 tonnes de compléments sur l'année. Donc on a chiffré ça à peu près 86 € par vache plus veau, quoi. Donc qu'il a gagné sur des compléments. Alors là aussi, c'est à dire d'éleveur. Nous, on va peut-être essayer de travailler sur les poids en fait, des animaux quand ils rentrent et quand ils sortent. Mais c'est toujours difficile, il faudrait un témoin, voilà, on n'a pas toujours les moyens de tout faire, mais voilà, c'est ce qu'il a constaté sur son exploitation. L'autre constatation, je vous l'ai dit, c'est de sortir les animaux plus tôt. Donc on les a sortis 1 mois plus tôt par rapport à ses pratiques précédentes. Dès que ça porte, on sort les animaux, ils vont manger de l'herbe. Et donc ça fait du maïs en moins à récolter, donc ça fait quelques hectares en moins à récolter, à stocker, à distribuer. Donc c'est ce qu'on a estimé en gain à 62 € par vache et par veau. Donc en gros c'est 2 €, un régime alimentaire à 2 € par jour par vache, quoi. Et puis le fait d'avoir une hausse de production d'herbe, c'est quelque chose qu'il ne faisait jamais. Donc il a son lot de vaches. Il rajoute ses génisses le printemps parce que sur la zone de pâturage tournant dynamique, il a une surproduction et qu'il lui faut ramener des bêtes pour le consommer. De ce fait-là, il libère ses prairies qu'il avait historiquement pour ses génisses qui étaient là, qui étaient sur des grandes surfaces. Et donc il a libéré 2,7 hectares de fauches qui sont supplémentaires à la fauche qu'il faisait initialement, quoi. Donc il a libéré en plus de la surface en concentrant ses animaux sur son pâturage tournant dynamique, il libère des surfaces de fauche. Et donc voilà, on a chiffré ça à peu près en fonction des récoltes et on va dire d'un prix indicatif à 54 € par vache et par veau. Et donc on estime l'économie, on va arrondir à 4 000 € pour 10 hectares et une quinzaine de vaches, plus génisses. Donc voilà, on va dire allez, 350 à 400 € de l'hectare de gagné sur ces 10 hectares de pâturage tournant dynamique. Il avait un investissement, lui je crois que c'est un des plus élevés, de un peu plus de 2 000 € parce qu'il avait dû racheter des pompes, mais voilà, en 1 an c'est gagné. Donc, et on espère que ça continuera, qu'il aura toujours ces bénéfices-là. Mais il y a toujours un frein sur l'investissement initial, mais je vous assure qu'il est très vite rentabilisé et on le voit globalement. Enfin, surtout tous ceux que j'avais regardés là au niveau investissement, alors lui, bon, il fait des bénéfices, mais en gros sur l'année, on vient compenser l'investissement. Et c'est au bout de la 2e année où on commence à gagner sur cette pratique-là, en général. Voilà, juste, je termine là-dessus. J'ai mis des plaquettes au fond de la salle avec un article, des plaquettes de vulgarisation et puis nos contacts si vous êtes intéressés. Nous, on est demandeurs de volontaires pour les accompagner. On fait ça, il faut être adhérent chez nous, mais après c'est gratuit, mais il faut être adhérent quand même. Donc pour vous accompagner si vous êtes intéressé sur cette démarche. Et voilà, donc on reste à la disposition pour former, communiquer, développer la pratique. Et puis, petite touche d'humour pour le bien-être des animaux, mais aussi de nos éleveurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur